Bienvenue dans le podcast Joy Method, un podcast qui explore l'univers de l'industrie du mariage haut de gamme, des passionnés de belles histoires et raconte les carrières de celles et ceux qui façonnent l'exception. Je suis Coralie Bertrand et après plus de 10 ans à travailler main dans la main avec des couples internationaux et à collaborer avec des professionnels de grand talent, j'ai eu envie de leur donner la parole. Dans chaque épisode, vous rencontrerez des acteurs clés de l'industrie pour explorer leur parcours, leur vision du métier, leurs inspirations et leurs précieux conseils. Car derrière chaque mariage d'exception, il y a des talents, des choix et des histoires. Pensé comme une parenthèse intime et inspirante, ce podcast révèle les secrets d'un secteur aussi créatif qu'exigeant et vous emmène dans les coulisses du beau pour inspirer, transmettre et valoriser ceux qui le rendent possible. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent puisque je vais consacrer 2 épisodes à un même duo, Béatrice et Jérémy, les cofondateurs de The Quirky. On les présente presque toujours ensemble et c'est assez logique puisque depuis plus de 12 ans, ils travaillent ensemble, voyagent ensemble, photographient et filment des mariages ensemble et partagent aussi leur vie. Mais justement, j'avais envie de vous les présenter différemment, de prendre le temps de les rencontrer séparément, de revenir sur leurs histoires personnelles, leur parcours, leur vision du métier, pour comprendre comment 2 personnalités très différentes ont réussi à construire une marque commune, à la faire évoluer pendant plus de 10 ans et surtout à continuer de grandir ensemble. Pour cette première partie, je reçois Béatrice, photographe depuis plus de 20 ans et cofondatrice de The Quirky. Dans cet épisode, on parle évidemment de photographie et de mariage, mais surtout d'entrepreneuriat, de couple, de complémentarité, d'évolution et de transmission. On revient sur les débuts de The Quirky, leur fonctionnement assez étonnant en tant que duo, les mariages qui ont marqué leur carrière, leur évolution vers le haut de gamme, l'importance du réseau, les nouvelles attentes de la Gen Z et cette capacité qu'ils ont eue pendant plus de 10 ans à faire évoluer leur travail sans jamais perdre l'envie. Et puis Béatrice nous partage aussi un conseil qui, je trouve, résume parfaitement cet épisode. Arrêtez de vouloir tout réussir tout de suite, se laisser le temps d'apprendre, d'évoluer et de trouver sa voie. Bonjour Béatrice. Salut. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse de te recevoir et d'en apprendre un peu plus sur ton histoire et tout ce que tu as construit d'abord seule, puis main dans la main avec Jérémy, ton partenaire dans la vie et au travail. Alors Béatrice, tu es photographe et cofondatrice de The Quirky. Ton univers est très reconnaissable. Il y a cette influence de la mode, du sens du style très affirmé, mais aussi une vraie sensibilité, une manière très personnelle de capter l'émotion et de raconter une histoire. La photographie, ça fait plus de 20 ans que ça fait partie de ta vie. Et pourtant, au départ, rien ne te prédestinait forcément à en faire ton métier. C'est ton frère qui faisait de la photo et qui t'a transmis toutes les bases et la technique. Et puis, à la fin de tes études, tu fais le choix de te lancer, de suivre cette voie-là, de manière assez instinctive, presque évidente. En 2008, tu rencontres Jérémy. Et quelques années plus tard, en 2014, vous créez The Quirky. Tu fais partie de celles qui ne se contentent pas de documenter un mariage, mais qui cherchent à en révéler toute la dimension esthétique et émotionnelle. Aujourd'hui, avec The Quirky, vous proposez une approche très singulière dans le mariage haut de gamme et vous développez aussi des projets autour de la transmission et de la formation. Mais avant de revenir sur tout ça avec toi, j'aimerais savoir si tu te souviens du tout premier mariage que tu as photographié. Alors, comme c'était il y a très longtemps. On a dit plus de 22 ans. Oui, il y a plus de 22 ans, donc tu l'as dit, j'ai commencé avec mon frère et bien avant qu'on fasse The Quirky. Et donc, je ne me rappelle pas exactement de mon tout premier mariage. J'avais à peine 18 ans, enfin, je venais d'avoir 18 ans. Donc, mais j'ai des bribes comme ça de premiers mariages que j'ai faits qui n'avaient absolument rien à voir, évidemment, avec les mariages qu'on fait aujourd'hui, parce que les choses ont bien changé en 20 ans, que ce soit du côté des mariages et de notre côté à nous aussi. Bien sûr. Donc, je ne me rappelle pas du tout de mon premier mariage. Je sais que c'était dans l'Oise, parce que j'habitais dans l'Oise à l'époque. Okay. C'était certainement dans la ville, pas très loin du studio de mon frangin. Mais voilà, c'est tout ce dont je vais me rappeler de cette ça t'a époque-là. plu en tout cas. Oui, apparemment, en tout cas, ça m'a pas... Ça t'a freiné. Ça t'a pas freiné. Parce qu'on vous présente souvent en duo. Oui. Et pour vraiment comprendre votre parcours à tous les deux, j'avais envie de prendre le temps d'échanger avec vous séparément. L'idée, c'est de revenir un peu sur vos histoires personnelles, vos débuts, comprendre comment chacun de votre côté vous avez construit The Quirky
Et puis, dans un deuxième temps, échanger un petit peu sur vos projets futurs. Ouais. Mais avant de parler de The Quirky, j'aimerais bien comprendre justement ton parcours. Donc, tu dis que tu venais de l'Oise. Oui. T'as grandi dans quel environnement, dans quelle famille? Tu dis que ton frère était aussi photographe. Ouais. Tu nous racontes un petit peu la Béatrice de ses études, de ce qu'elle voulait faire dans sa vie, pour remonter un petit peu le temps et de comprendre comment t'en es arrivée à travailler d'abord avec ton frère et puis te lancer en solo. Ouais. Alors, la Béatrice adolescente, elle savait pas trop où elle voulait aller, mais je savais que j'avais un truc avec tu vois, la mode, là, le côté créatif. Ok. J'ai toujours aimé la mode, ça a toujours été un truc en moi, transmis par ma chère maman, qui était déjà quelqu'un de très coquette, très, voilà, qui s'intéressait beaucoup à la mode, qui lisait beaucoup les magazines, des choses comme ça. Mais je ne m'étais pas du tout prédestinée à devenir photographe. Ça m'a même jamais traversé l'esprit, jusqu'à ce que mon frangin, lui, devienne photographe. Et c'est comme ça que l'idée a germé. Enfin, c'est même pas qu'elle a germé, en fait, je pourrais même pas dire ça, c'est qu'elle s'est un peu imposée à moi. Donc mon frère était photographe. Et lui, il avait toujours eu envie de devenir photographe? Non ou, plus, ok. pas du tout. Comment Mais c'est tombé dans votre famille, l'univers de la photographie? Comment Alors, c'est arrivé? pour lui, c'est tombé d'un hasard. En fait, on a fait les mêmes études, lui et moi. On a fait un BTS. Alors lui, à l'époque, ça s'appelait Action commerciale. Moi, à mon époque, ça s'appelait Management. Mais grosso modo, c'était à peu près la même chose. Ok. Et c'est le genre d'études qui te mène à peu près à aller où tu veux, donc dans n'importe quel secteur d'activité. Et lui, il est arrivé à la photo en travaillant à l'époque dans une chaîne de photos qui s'appelait Photoservice. Je ne sais Ok. pas si tu te rappelles de ça. C'était une chaîne de labo que tu trouvais beaucoup dans les centres commerciaux. Tu pouvais Ok. développer Tes photos, très bien. Voilà. Et il est arrivé à la photo comme ça, et son patron de l'époque, lui, était, au-delà de faire du développement photo, était un vrai passionné de photo. Et il lui a transmis un petit peu ce truc-là, il lui a donné envie d'en connaître un peu plus là-dessus. Et il a travaillé quelques années dans cette chaîne-là, et puis est arrivé l'opportunité de racheter un studio photo qui existait déjà dans une petite ville dans l'Oise. Et il s'est dit, en fait, pourquoi pas tenter l'aventure déjà de l'entrepreneuriat, et puis dans la photo. Donc Ok. il a acheté un studio photo, il est devenu photographe. Donc le studio photo un peu à l'ancienne, comme on n'en trouve plus aujourd'hui, tu vois, où t'y vas, tu peux aller aussi bien faire tes photos d'identité Que des photos de famille, que des souvenirs, photos de ouais. famille, que prendre le photographe pour ton mariage, etc. Et donc c'est comme ça que l'aventure a commencé pour lui. D'accord. Et il s'avère que son studio était à quelques centaines de mètres de mon lycée. Et donc du coup, Ok. à la fin des cours, au début, je passais beaucoup de temps dans son studio, mais juste pour traîner au studio avec mon frère, quoi, pour passer du temps avec lui, ça m'amusait. De temps en temps, je venais lui filer un petit coup de main comme ça à la boutique, pendant que lui, il avait des photos à faire de famille ou autre chose. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans la photo. Donc D'accord. vraiment, Ouais. ça m'est tombé dessus. Mais un même peu. lui, en soi. Oui, ça m'est C'est tombé incroyable. dessus. C'est pour Parce ça que que dans le truc votre s'est famille, imposé à moi. il n'y avait pas forcément d'entrepreneurs. Il y a mon papa. Ok. Alors mon papa, lui, il est patron d'un garage Ford. Donc, c'est le seul entrepreneur de la famille. Ma maman, elle n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Mais on avait déjà, du coup, quelqu'un dans ce... Je pense que c'est ça qui a fait aussi que mon frère, il n'a pas eu peur de se lancer, d'avoir un exemple autour de lui de quelqu'un qui a monté une entreprise, donc notre papa. Il s'est dit, pourquoi pas, en fait, pourquoi pas. Et dans une nouvelle passion qu'il a eu le temps de développer avec son ancien patron. Et donc, du coup, il s'est lancé comme ça. Ok, vous êtes tous les deux? T'as pas d'autres frères et sœurs? Non, on n'est que tous les Que deux. tous les deux, ok. Ouais. Donc là, tu traînes dans son studio photo, Ouais. tu commences à apprendre un petit peu le métier Ouais. et tu te dis, je vais peut-être l'accompagner sur un ou deux mariages, ou tu te lances toute seule? Non, je l'accompagne au début. Tu l'accompagnes, ok. Je l'accompagne au début et en fait, encore une fois, c'est même pas un truc que je lui ai demandé. C'est juste que on en parlait beaucoup parce que voilà, j'étais souvent au studio, je le voyais faire, je m'intéressais. De temps en temps, il me disait, tu veux pas me filer un coup de main? Donc c'est venu comme ça, petit fil à en petit. aiguille, ouais. C'est même pas genre, je vais t'apprendre comment on fait des photos. Comme ça, tu vas pouvoir le faire. C'est, attends, file-moi un coup de main, je t'explique comment ça marche. Et donc, du coup, je t'explique comment ça marche, ça s'est transformé en j'apprends la technique, en fait, Bien finalement. Et c'est comme ça que tout a débuté, juste en aidant mon frère au studio. Donc là, toi, tu as 18 ans Ouais. et tu décides d'arrêter tes études, ou tu termines Non. tes études quand même? Je termine mes études Ok. d'abord. Je termine mes études d'abord en me disant, encore une fois, je me dis pas, je vais devenir photographe. C'est vraiment une activité en parallèle que C'est tu un as side, ouais. C'est le side project, je fais ça parce que ça m'amuse, parce que je travaille avec mon frangin, que c'est rigolo, on s'entend super bien, on est hyper proches.
Donc voilà, ça se fait vraiment comme ça. Mais je me dis pas, je vais devenir photographe. Pas du tout. Et lui, aujourd'hui, il fait quoi? Alors, il est plus du tout photographe. D'accord. Il a fermé le studio il y a, je dirais, une petite dizaine d'années. Ok. Il a complètement changé de carrière. Mais du coup, c'est moi C'est toi qui as pris la le, relève. Ouais. qui a pris la relève. Et Ouais. à quel moment tu te dis, je me lance en tant que photographe de mariage? Tu as de suite été dans le mariage? Bah, quasiment, parce qu'en fait, donc, au début, j'aide mon frère au studio pendant que lui fait les mariages. Donc, Ok. je reste au studio et je fais toutes les photos au studio. Donc, je commence par ça, par la photo de studio. Et puis après, je pense que mon frère s'est dit que je pense qu'il pouvait me faire confiance et me dire que je pouvais aller faire le mariage. Il a dû sentir que j'étais pas trop mauvaise. Et donc, je l'accompagne sur les premiers mariages au début, juste en second shooter. Donc, j'y vais avec lui pour voir comment ça se passe. Jusqu'au moment où arrive l'opportunité de se dire, alors sur vraiment des petits projets, tu vois, c'est juste aller faire une mairie et une séance couple après la mairie et c'est tout. Hein. Et quelques photos de famille. Mais ça commence comme ça, où il se dit, est-ce que ça te dit de le faire? Et je me dis, oh, bah, pourquoi pas, en vrai. Et ça commence vraiment comme ça. Et puis jusqu'au moment où il me donne des projets de plus en plus gros et de plus en plus longs. Mais encore une fois, je ne me dis pas que je vais en faire mon métier. Donc je termine mes études d'abord, je termine mon BTS. Je me lance dans une activité qui n'a rien à voir avec ça. Je continue à faire les mariages le week-end avec lui. Jusqu'au moment où je me dis, en fait, je ne veux pas le métier dans lequel je suis. Donc à l'époque, je travaillais dans une société d'assurance. Ok. Donc vraiment rien à voir. Et en fait, je me rends compte que je m'amuse beaucoup plus le week-end quand je fais les mariages que la semaine dans un bureau à vendre des assurances. Exactement. Donc là, la question se pose. On se dit, est-ce que quand même, il n'y aurait pas un truc à faire dans le mariage? Donc quand même, petite révélation, où tu te dis, j'avais pas envisagé ça, mais je m'éclate là-dedans. Ouais. Et les couples, le mariage, tout ça, ça te parle et ça te plaît. Et c'est exactement ça. Incroyable. Et je me dis, en fait, et ça tombe. En fait, il y a plusieurs choses qui se sont alignées. Les planètes se sont un peu alignées parce que ça arrive au moment, donc on est en 2009, et ça arrive au moment où il y a le statut d'auto-entrepreneur qui est créé. Et en fait, on t'annonce qu'en gros, tu peux tester de monter une boîte sans risque, a priori. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu fermes ton truc et il n'y a aucune conséquence. Ouais. Et donc, c'est là où je me dis, en fait... Le timing était vraiment bon. Le timing était vraiment bon. Je me dis, je m'éclate plus dans les mariages qu'autre chose. J'ai aujourd'hui un statut qui me permettrait de tester un truc. Peut-être même au début, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait au début. Au début, je l'ai fait en side project. J'ai continué à travailler et je faisais les mariages le week-end. Et puis, au fait, je me suis dit, et si ça marche? Bah, si ça marche, je laisse tomber mon job la semaine et je fais ça full-time. Et je fais full-time, ouais. Et finalement, ça s'est fait très vite parce que j'ai créé ma boîte, c'était en mars 2009. Et j'ai tout quitté la même année. J'ai fait ma saison de mariage suite, en fait. Et c'est parti tout de suite. Voilà. Comment tu t'appelais? À l'époque, c'est BDG Photographie. BDG, ok. Rien d'original. Non, mais quand même, c'est très bien. C'était juste mes initiales avec le photographie au bout et c'est tout, quoi. Trop bien. Et comment, c'était bouche à oreille? Tu avais fait un site, tu te souviens un petit peu de comment tu avais communiqué là-dessus pour dire, ok, comment je vais avoir d'autres clients? Parce que ton frère t'en ramenait via le studio, donc ça c'était super pour toi. Mais j'imagine que très vite, tu as dû quand même aller chercher d'autres clients. Ouais, donc il y a eu le tout premier site qui a été fait. Et c'est là où Jérémy entre dans le paysage. Oui, j'allais dire, ça correspond vraiment pile poil au moment où tu rencontres Jérémy, parce que tu le rencontres en 2008, et tu lances vraiment ta première boîte en 2009. Okay. En fait, quand je te dis que les planètes étaient alignées, c'est que c'est vraiment ça. Donc Jérémy et moi travaillons dans la même boîte d'assurance. C'est comme ça qu'on se rencontre. Donc, vraiment l'alignement des planètes. On se rencontre dans cette boîte-là. Moi, j'y reste que quelques mois, donc comme je disais, parce que je me dis, je ne m'éclate pas. Et donc voilà, je veux tenter l'aventure de la photo. Donc je rencontre Jérémy en 2008. Je lui dis que je veux tenter cette aventure-là. Jérémy est un geek. T'en parleras certainement avec lui après. Il aime bien se définir comme ça, je trouve ça très drôle d'ailleurs. Oui, mais parce qu'il est vraiment comme ça, je veux dire, c'est le vrai geek. Et donc, quand je dis, va falloir que je monte mon premier site, il me dit, attends, je vais le faire. Ok. Donc, c'est Jérémy qui me monte mon premier site internet. Et là, à l'époque, vous n'êtes pas vraiment encore en couple? On est au tout début de notre relation. Okay. On est dans les premiers mois, les premières semaines de notre relation. Ok, trop bien. Donc on est fin 2008. Mars 2009, je lance ma boîte. Jérémy crée mon site. Donc, il est prêt en quelques jours, même pas quelques semaines, vraiment quelques jours. Donc, il est prêt avant la première saison 2009. Donc, je fais une partie des mariages avec mon frère. Et le reste, c'est le site qui est déjà en ligne et qui commence déjà à me ramener. Oui, tu avais plein de photos dans ces mariages que tu avais fait avec ton frère, donc tu avais quand même de la matière. J'avais mon portfolio déjà. Ouais, c'est super. Donc, ça a été hyper vite. Trop bien. Donc, vraiment, l'alignement des planètes. Donc, en 2008, tu rencontres j'ai un certain Jérémy qui, lui, reste dans l'assurance? Ouais, au début, il reste encore. Ok. Ouais, il reste encore quelques mois dans cette même boîte. Après, il s'en va.
mais pas du tout pour faire de la vidéo. Pas du tout Pas pour du faire de tout. la vidéo, ok. Et très rapidement, toi, tu te dis, enfin peut-être pas très rapidement, parce qu'en fait, vous créez The Quirky en 2014, mais rapidement, tu t'imagines travailler avec lui. Pas du tout. Ok. J'aimerais vraiment savoir comment ça s'est passé. Parce que, de ce que j'ai cru comprendre, c'est toi qui l'a un peu poussé à peut-être se former à la vidéo. Ouais. Comment ça s'est fait de ton côté, le cheminement pour te dire, ok, on pourrait potentiellement bosser ensemble? En fait, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, de mon côté comme du sien. C'est-à-dire que de mon côté, donc moi, j'ai continué la photo, donc au rythme qu'on connaît des saisons des mariages, où L'été, en t'as gros, pas de 6 vie. mois de l'année, Ouais. t'es pas là les week-ends, et le reste de l'année, tu es un peu plus présent les week-ends. Et lui, avec un rythme, donc il a quitté la boîte, mais il est reparti dans une autre boîte dans laquelle il y avait des horaires qui étaient fixes, quoi. Et donc, lui, avec des horaires fixes, où tu travailles la semaine, mais tu es là le week-end. Et donc, le premier élément déclencheur, ça a été celui-là. Ça a été qu'on avait des vies qui étaient un peu décalées. Donc, on a vécu 4 ans de décalage de vie pendant l'été où ça a été... Au début, c'était cool parce que, comme toute boîte qui se monte, c'est génial, ça marche bien, ça évolue, c'est génial, tout le monde est content. Et puis, au bout d'un certain moment, on a commencé à sentir que le décalage pesait un petit peu sur notre vie de couple, en fait, Bien sûr. simplement. C'est quand même la vie de photographe, un truc qui peut être pas facile à accepter pour le conjoint. Et puis il y a eu le deuxième élément déclencheur, ça a été du côté de Jérémy, le fait qu'il me voit moi m'éclater dans mon métier, voyager, ça a été un truc que j'ai voulu mettre en place dès le début, vouloir ne pas me limiter à la région dans laquelle on était pour pouvoir travailler, de vouloir aller ailleurs, partout en France, voire même à l'étranger. Donc lui, de me voir m'éclater, et lui, pas qu'il s'éclatait pas dans son boulot, en tout cas pas au début, mais de se dire, moi j'ai un boulot qui est assez routinier, ça se répète, je fais toujours la même chose. Ça a été le deuxième élément déclencheur. Ok. Et du coup, au bout d'un moment, lui, de son côté, c'est lui qui a un peu qui a mené à ce que ça arrive, parce qu'il a quitté son boulot du jour au lendemain. Ok. Il a pété un câble. Ouais, Ok. on peut dire clairement, ça s'est vraiment fait comme ça. Il s'est dit, j'en ai marre, je veux pas faire ça toute ma vie, je veux faire autre chose. Et quand il a quitté son taf, donc c'est vraiment comme ça, il est parti un matin pour aller travailler. Il est revenu 1 heure plus tard en disant, j'ai démissionné. Ah ouais. Voilà. Ce qui est quand même rare, parce que souvent, quand on a un projet comme ça qui est en train de, tu vois, se développer dans notre tête, on aime bien la sécurité de l'emploi en disant, je commence à bosser et réfléchir au projet, mais je garde la sécurité de l'emploi, sachant que toi, tu étais déjà à ton compte. Ouais. Donc, du jour au lendemain, le mec plaque tout, Ouais. rentre à la maison en disant, je vais faire autre chose. Ouais. Et Mais toi, il sait pas encore quoi. Et toi, à ce moment-là, t'étais au courant un peu quand même qu'il n'était pas très heureux Oui, tu disais qu'il commençait un petit peu à Ouais. envier ta vie à toi et que Ouais. c'était difficile pour lui, Il mais y avait- tu pensais pas quand même qu'il y aurait une rupture aussi brutale, Aussi quoi. brutal. Mais je pense que vraiment, c'est ça. Il s'est levé un matin, il arrive au boulot, il y a une remarque qui passe pas. Et là, il se dit, en fait, c'est plus possible. Ouais, c'est plus la vie dont j'ai envie. Oh quoi. non, je veux plus. Je veux Ok. plus. Et donc, il dit à son patron, je m'en vais. Désolé, mais voilà, je m'en vais. Et littéralement, il est parti. Il a pris ses affaires, il est reparti. Tu l'auras Heureuse- débarqué à la maison. Je le revois débarquer à la maison, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai démissionné. D'accord, ok, très bien. Bon, en vrai, il est parti un peu en claquant la porte, etc. Et heureusement, son patron était très, très cool. Et il lui a dit, non, mais attends, je comprends que là, tu es dans une période où tu en as marre. Viens, on en rediscute, calmement. Et il est retourné au bureau le lendemain. Ils en ont reparlé calmement. Ils ont fait une rupture conventionnelle, etc. Donc, Génial. il est reparti, je pense, peut-être 1 mois ou 2, le temps de former la personne qui l'a remplacé. Et après, il est parti vraiment pour de bon. Et quand il est parti, par contre, il savait pas du tout ce qu'il allait faire. Ouais, c'est ça, c'est qu'il n'avait pas forcément un projet en tête. Non. Et c'est toi qui lui mets un petit peu la Ouais. petite graine de pourquoi pas faire de la vidéo? Ouais. Ok. Parce qu'en fait, comme on était avec des vies décalées, et que par moments, c'est vrai que c'est usant. Je comprends pour le partenaire qui est là l'été et qui aimerait faire des choses entre guillemets normales, partir en vacances, partir en week-end, faire des choses normales en fait. Et qu'à côté de ça, tu as en face de toi quelqu'un qui peut pas, et pas qui veut pas, mais qui peut pas parce que le principal de mon activité se fait là et que je peux pas manquer ce moment-là de mon activité. Du coup, je lui ai dit, bah, t'as qu'à travailler avec moi, comme ça on aura les mêmes horaires. En fait, on travaillera sur le même rythme et ce sera beaucoup plus simple en fait. Mm. Et je lui ai dit, peut-être pas sur la photo, mais pourquoi tu ferais pas de la vidéo? Comme ça, on pourrait travailler aux mêmes horaires, mais on pourrait travailler en même temps, en fait, ensemble, sur les mêmes projets, tu vois, ou pas. Ça, on verra. Totalement. Mais l'idée vient comme ça. Et Et donc, il y je lui avait, dis il y ça. avait d'autres modèles qui t'a un peu inspiré ce... À l'époque, il n'y avait pas tellement On de... est d'accord, il y avait pas grand... Non. Vous étiez un petit peu les premiers à travailler en tant que couple et de proposer l'offre photo-vidéo Ouais. que je trouve
il y avait Hyper personne. intéressante. Il y avait personne. Il y avait des photographes, il y avait des vidéastes, il y avait des duos photo-vidéo qu'on voyait souvent travailler ensemble, mais qui Parce n'étaient qu'ils pas... s'entendaient bien, mais ils n'étaient pas Voilà, associés. exactement. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas en vrai? Ça peut être complémentaire. À l'époque, je sentais le vent arriver sur tu vois, sur la vidéo. Je sentais qu'il y avait une vague comme ça. Et donc, je me suis dit, moi, je fais déjà de la photo, essaye la vidéo. Tu vois, en plus, Et c'est il un n'avait truc... jamais touché Jamais. Jamais. caméra de sa vie. Jamais. D'accord. Mais Jamais. après, tu dis qu'il aime bien ce genre de truc et s'auto-former tout seul. Comme quand il a fait ton premier site internet, j'imagine qu'il était pas... il avait jamais fait ça de sa vie, mais il Bah était non, mais intéressé. alors quoi. après, Jérémy, lui, il a des études d'ingénieur. Oui. Donc, il a déjà ce côté technique, tu vois. Et après, qui vient se coupler au côté geek, donc qui est du genre, quand je vais commencer à m'intéresser à un sujet, je vais y aller à fond, tu vois. Je vais apprendre tout ce que je peux parce que je veux poncer le sujet, je veux connaître le truc sur le bout des doigts. Donc, quand il a fait le premier site internet, il avait des bases, il savait déjà coder, par exemple, mais il a approfondi le truc pour pouvoir faire sortir un site qui était incroyable pour un premier site internet tu vois, genre, de sa vie. Incroyable. Donc voilà, et pour la vidéo, ça a été pareil. Et ça a été pareil. Bon, il me racontera ça tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quand même... C'est une très bonne idée. Mais t'as jamais eu peur de dire je me lance avec lui? Là, votre couple, donc ça fait 4 ans et demi que vous êtes ensemble, vous étiez solide et Ouais. tu te dis je peux travailler main dans la main avec lui et partager mon métier, ma passion, ça me fait Ouais. pas peur quoi. Après, moi, je suis du genre à me dire, jamais rien n'est définitif. Donc, en fait, on essaye. Si ça marche pas, si on s'entend pas, si on se marche dessus ou quoi, ok, c'est pas grave. Moi, je continue mon chemin sur la photo. S'il veut continuer son chemin dans la vidéo, il le fera. S'il veut faire autre chose, il fera autre Il chose. fera autre chose. Donc pas stressé du tout. Non. Ok, trop Non. bien. Moi, je suis du genre à me dire, on essaye et on voit. On ajuste, on s'adapte et on verra après, tu vois. Et au final, le temps t'a donné raison. Le temps m'a donné raison. C'est que Parce que c'était voilà. vraiment le bon move à faire. Et c'est toi qui as l'idée du nom, The Quirky, Ouais. si je me trompe pas. T'avais envie de quoi, justement, que ça symbolisait quoi pour toi, The Quirky, ce nom-là Alors, c'est venu de l'idée... Donc, faut remettre dans le contexte, on est en 2014, donc le milieu du mariage n'est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. Totalement. C'est moins moderne, entre guillemets. Et moi, j'ai cette soif de modernité, justement. Je suis très tournée vers ce qui se fait aux États-Unis. Et je vois ce qui se fait, les tendances, etc. Et je me dis, mais moi, c'est ça que je veux, en fait. C'est ça dont j'ai envie. Et donc, je me dis, je suis sûre qu'on peut ramener ça en France, qu'on peut arriver à toucher ce genre de clients-là en France en ramenant un truc un peu original, un peu différent. Et donc, je me dis, on va pas s'appeler Béa et Jérémy photo et vidéo. Tu vois, pour moi, c'est un nom catégorique. C'est pas possible. Et donc, je me dis, il faut qu'on trouve un truc qui est un peu de peps, tu vois, et un truc en anglais. Parce que... Oui, en anglais pour attirer aussi cette clientèle-là Exactement. dessus la vision. Ouais. Exactement. Et donc, je cherche. Et au final, je trouve ce mot, The Quirky, qui est en fait un adjectif, et qui veut dire, voilà, les originaux, les chelous, enfin, ça dépend dans quel contexte tu le mets. Et je me dis, mais c'est parfait, ça. C'est fait. vous. Et ça commence comme ça. Trop bien. Jérémy est dessus d'accord. Et de Jérémy, il est d'accord. Il se dit, ouais, c'est cool, ça sonne bien, tu vois, genre... Oui, c'est un petit mot qui reste en tête, ouais. qui différencie vachement de tout ce qui existait aussi, qui était effectivement beaucoup le prénom avec photographie derrière. Donc, c'est vrai que de suite, vous avez créé un univers, je trouve. C'est ça. C'était le but, c'était qu'on soit différent et qu'on donne le ton tout de suite. Ok. Et donc là, on est en 2014, il crée le nouveau site internet. Il crée le nouveau site internet. Il a créé tous vos sites internet, en fait. Tous les premiers, ouais, à chaque fois. Ok. Et vous vous lancez en 2014. C'était quoi l'idée à ce moment-là? Toi, comment tu as communiqué auprès des prestataires de ton réseau? J'imagine que tu travaillais déjà avec des wedding planners à l'époque. C'était quoi l'offre? C'était on vous fait un package photo ou vidéo et photo et vidéo? Oui. C'était ça? C'est toujours le cas aujourd'hui. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais, on a gardé quand même ce truc-là de se dire, OK, on travaille en duo, on communique en duo, on va se présenter en duo, mais on laisse toujours la porte ouverte à se dire, si quelqu'un en veut que l'un ou que l'autre, c'est toujours possible. Ok. Même si en vrai, aujourd'hui, on fait, et ça a été le cas dès le début, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on fait 90% de nos projets ensemble. Ensemble, ouais. Mais il y en a toujours un ou deux dans l'année où on est séparés. Donc voilà, on a laissé la porte ouverte. Mais c'est exactement comme ça qu'on a fait. On s'est dit, voilà, vous me connaissez en tant que photographe. Aujourd'hui, j'ai mon conjoint qui est avec moi et qui fait de la vidéo. Vous avez la possibilité de nous avoir tous les deux. Mais j'imagine que tout le monde était ravi. Parce qu'en fait, c'est tellement difficile, je trouve, de trouver aussi un duo qui fonctionne bien ensemble, à part si le photographe, comme tu le disais tout à l'heure, ou le vidéaste dit moi, je travaille beaucoup avec cette personne-là. Ouais. Mais là, t'as un package, quoi. Ouais, on a un package. Et encore une fois, on est à une période où les vidéastes, on les compte sur les doigts d'une main, quoi. Donc, il y a très peu d'offres.
Très, très peu. Même encore aujourd'hui, hein, en vrai, Je suis VS les d'accord. photographes. Ouais, non, mais je trouve ça fou. Voilà. Donc c'est vrai que ça a hyper bien plu dès le début parce que c'était nouveau, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres sur le marché. Et donc voilà, c'était le bon moment. C'était le bon moment, ouais. Ok, et il y a un truc qui m'a un petit peu interpellée quand je préparais cet entretien, c'est que vous avez encore aujourd'hui vos pages Instagram qui sont séparées. Ouais. Depuis le début, vous voulez quand même garder votre univers de votre côté? C'était nécessaire? Je sais pas si c'était nécessaire. Je pense qu'on l'a gardé comme ça aussi après, parce qu'une fois que c'était développé comme ça, c'était développé comme ça. Mais au début, on l'a fait comme ça parce que la première année, en vrai, où, avant de lancer The Quirky, avant de se présenter en tant que duo, Jérémy, il a voulu d'abord faire le test tout seul, entre guillemets. Oui. Il voulait pas associer son nom tout de suite au mien, ne serait-ce que pour voir déjà s'il était capable de le faire. Parce que entre la théorie, tout ce que tu apprends, etc., sur YouTube, et puis réellement faire les mariages et voir ce que tu es capable de sortir, il s'est dit, je veux d'abord tester. Donc en fait, il a eu d'abord un premier nom à lui tout seul, Ok, qui s'appelait Pressplay Vidéographie. ok. Mais ça a duré juste 1 an. Et en fait, il a quand même fait ses premiers mariages avec moi sur mes mariages que j'avais déjà, ou juste il a offert les premières prestations pour tester. Et après cette première année en solo, l'année d'après, quand il s'est dit « Ok, je sais que je suis capable de faire, je sais que ce que je sors, c'est cool », là, on s'est dit « On va faire un truc à deux ». On lance vraiment. On lance vraiment le truc à deux. Donc il avait déjà sa page Instagram, toi tu avais déjà Voilà. ta page. Et aujourd'hui, En fait, ça vous va bien comme ça? En fait, on a gardé le truc comme ça et finalement, c'est resté comme ça. Ok. Et je suis très intriguée de votre fonctionnement en tant que duo pour gérer la société. Ouais. Donc très rapidement, toi tu étais toujours auto-entrepreneur, vous Ouais. créez quand la société vraiment? Ou lui il était aussi auto-entrepreneur et Ouais. vous étiez rémunéré photo, vidéo séparément? Ouais. Et ça c'est encore le cas aujourd'hui? Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ah ouais, ok, d'accord. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a créé, donc sur le fonctionnement, on a créé une identité commerciale. Donc en vrai, The Quirky, c'est pas un réel nom de société, c'est un nom commercial. Ok. Et donc le nom commercial, sous ce nom commercial, tu as la société, la mienne, et tu as la société de Jérémy. Donc tu as toujours 2 sociétés sous un même nom commercial. Ok. Et par exemple, un couple vous book aujourd'hui, Ouais. vous demandez 2 virements séparés. 2 virements séparés, 2 Ok. factures séparées. Très smart. Ouais. Après, je sais en pas fait, si c'est smart. En fait, je trouve que c'est intéressant dans le sens où, comme tu le dis, il y a des mariages avec ou sans, vous êtes séparés, ça fonctionne. Et puis, il y a aussi ce truc de demain, il y en a un des deux qui veut arrêter. C'est pas grave. C'est pas grave, en fait. Ça change rien. Ça change rien à la vie de l'autre. Okay. En fait, ça nous réobligerait pas à genre refaire des papiers, changer en termes administratifs les dirigeants, les machins, etc. On a toujours gardé nos 2 sociétés. Okay. En fait, je savais pas ça. Okay. On fonctionne. C'est ça qui est drôle, c'est qu'on fonctionne absolument tout à 2. On communique à 2. Tout le monde nous connaît sous The Quirky. Enfin, c'est devenu presque notre nom de famille et c'est marrant, c'est devenu une blague à force. Oui. Mais c'est en termes surnom, quoi. Ouais. Mais en termes de fonctionnement technique, administratif, tout est séparé. Donc vous faites tous les 2 votre propre compta. Ouais. Je trouve ça incroyable. Ouais, écoute. Et parce que je me suis dit peut-être qu'il y en a un des deux qui est plus justement dans l'administratif. Non, chacun, et comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de jaloux. Et puis, tu sais, on se dit souvent, pour avoir regardé et avoir eu autour de nous plein de gens qui ont eu des sociétés, dans nos familles ou dans nos proches, dans nos amis, on sait que les problèmes des sociétés qui ne marchent pas, c'est toujours les mêmes problèmes. C'est les problèmes entre les associés, souvent les problèmes autour de la comptabilité, l'argent, l'administratif, etc. Donc en fait, là, on se dit, c'est un problème en moins à gérer. Chacun a sa rémunération, chacun sait combien il doit gagner, chacun gère son salaire, chacun gère sa boîte, en gros. Chacun gère son compte en banque. Voilà. Par contre, le point commun entre nous deux, et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, on partage que les avantages. C'est-à-dire que si l'un ou l'autre ne fait pas le job, par contre, en termes de com, etc., c'est les deux qui empâtissent. C'est ce que j'allais te dire. Par contre, la communication, vous êtes vraiment alignés là-dessus. Et comment vous faites? Vous vous dites, OK, là, il faut qu'on vise ça pour cette année ou tels objectifs. Vous vous posez avant et vous mettez en place une stratégie de communication commune. Mais en fait, comme j'ai envie de dire n'importe quel photographe ou vidéaste qui réfléchit tous les ans, tu vois, souvent à la saison off, on commence à réfléchir à l'année prochaine, nouvelle grille tarifaire, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer de nouveau, qu'est-ce qu'on veut faire de nouveau, etc. Tous les ans, on fait ça. On se pose à la fin de la saison, on réfléchit, on se dit, OK, on fait le bilan sur l'année. Qu'est-ce qu'on veut faire pour l'année prochaine? Qu'est-ce qui était cool cette année? Qu'est-ce qu'on a moins aimé cette année? Qu'est-ce qu'on veut proposer de nouveau? Et on pose notre stratégie pour l'année d'après, mais ça, on le fait ensemble. Et vous êtes globalement toujours alignés? Ouais. Et en fait, je pense que ça, c'est un truc... Alors, Jérémy te dirait que les premières années, étant donné que moi, j'étais déjà dans le métier, que j'avais déjà l'expérience, etc., il s'est beaucoup laissé guider par ce que moi, je proposais. Okay. Maintenant, avec le temps,
on en discute forcément et on est plutôt d'accord. Mais il te dirait que c'est parce qu'il s'est plié à ma façon de faire. En vrai, quand même, il a quand même ses propres idées, il a ses idées arrêtées et on en parle, tu vois. Mais ce qui est cool, c'est qu'après avoir passé autant de temps ensemble, à la fois en tant que couple et à la fois en tant que partenaire de travail, forcément, il y a des choses, on les voit de la même manière, on voit les choses de la même manière, donc c'est assez facile en fait. Ok, trop bien. Quand vous recevez une demande d'un client, qui y répond en règle générale? Alors c'est plutôt moi qui réponds. C'est plutôt toi qui gères les emails? Okay. C'est plutôt moi qui gère les emails. On a quand même mis une petite règle entre guillemets en place. Alors on s'est facilité la vie, on utilise des logiciels, des CRM, etc. Parce que pour gérer les projets, c'est quand même bien qu'on sache l'un et l'autre où est-ce qu'on en est quand il y en a un qui a répondu à un truc, que l'autre soit pas perdu non plus. C'est ce que j'allais dire, parce que une boîte email commune, il faut quand même avoir une mini-organisation pour pas dire « Ah, mais je pensais que tu avais répondu à telle personne et finalement, tu l'as pas fait. » Ok, donc il y a des mails automatiques qui sont... Il y a des mails automatiques. On a notre logiciel sur lequel tu peux suivre client par client les workflows, où est-ce qu'on en est, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Donc comme ça, on peut tous les deux être à jour sur tous les projets. La plupart du temps, je réponds aux mails, soit qui me concernent moi toute seule, soit qui nous concernent tous les deux. Et Jérémy répond aux mails qui ne le concernent que lui, du coup, que sur la partie vidéo. Comme ça, il est à jour sur ses propres projets, je suis à jour sur les miens. Et après, on est tous les deux raccords sur les projets. Et ça vous est déjà arrivé, j'imagine, d'avoir une demande pour une date où Jérémy ou toi était peut-être déjà booké en solo. Et donc, comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que vous avez des backups? Parce que ça m'intéressait vachement de voir ça, comment vous arrivez à gérer aussi le calendrier en disant est-ce qu'on se bloque tant de week-ends où on bosse tous les deux? Est-ce qu'on se laisse des week-ends où on se les bloque en disant ça, c'est du temps qualitatif pour nous sans mariage? Est-ce que ça a mis du temps à venir, à se mettre en place aussi, j'imagine? Comment vous avez réussi à gérer ça? Alors, ça, c'est drôle parce qu'il y en a un point, on est très différents, Jérémy et moi, en termes de tout, en fait. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on est vraiment très, très différents. Mais on a un point commun, c'est qu'on n'a aucune limite sur tout ce qui est en rapport avec le travail. En fait, à partir du moment où, moi, je sais, ça fait longtemps que je sais que la photo, c'est ma passion. Lui, c'est devenu sa passion avec le temps. Et du coup, on s'est imposé aucune limite là-dessus. Donc, en fait, il n'y a jamais eu une seule année où on s'est dit, tu sais quoi, cette année, on va se poser 2 week-ends off en juillet pour pouvoir avoir du temps pour nous. Jamais. On travaille comme des oufs, on adore ça. Alors, je ne dis pas que par moment, comme tout le monde, on a envie de se poser, on aimerait bien avoir du temps pour nous, mais on n'impose aucune limite. Donc, c'est vraiment, les demandes viennent, les projets nous intéressent, on y va. Les projets ne nous intéressent pas, on n'y va pas. Mais il n'y a pas de, on se garde un week-end là ou jamais, en fait. Mais heureusement, je pense, parce que si jamais vous n'étiez pas câblés pareil par rapport à ça, je pense que très rapidement, ça aurait pu aussi... tu vois, la dynamique du couple qui fait que ça marche, c'est parce que vous adorez tous les deux ce que vous faites et que vous ne mettez pas de limite. Tu te retrouves avec quelqu'un qui dit ah, non, mais moi, par contre, un week-end sur deux, il faut que je me repose et que je me fasse une grasse matinée. Je pense que très rapidement... ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué, ouais. Ok, donc pour ça, workaholic, tous les deux. Ouais. Pas de limite. Non. Et puis vous gérez en fait votre calendrier. Vous n'avez pas vraiment une vision de dire on veut tant de mariages ensemble, tant de mariages séparés, d'autres projets à côté. Vous faites comme ça vient. Ouais, en fait, on fait comme les demandes viennent. Alors, on sait, comme je te disais au début, on sait que 90% des projets, on va les faire à deux, quoi qu'il arrive. Donc, c'est vraiment un truc, on passe vraiment toute notre vie ensemble. Donc, toute notre vie ensemble, littéralement, puisqu'on travaille ensemble et on vit ensemble, on fait tout ensemble. Donc, on passe vraiment toute notre vie ensemble. Donc, effectivement, on a zéro limite là-dessus. Et il vaut mieux, comme tu disais, il vaut mieux être raccord là-dessus. Parce que... je pense que c'est le seul moyen pour que ça fonctionne, quoi. Ouais. Respecter l'autre et aussi avoir les mêmes envies, quoi. Ouais. Ok, trop bien. J'ai envie de revenir un petit peu sur ta carrière de photographe. Donc, toi, tu es passé quand même par des phases différentes. Oui. J'ai suivi ton travail au tout début où c'était quand même très, très moody. Oui. Et aujourd'hui, vous avez évolué vers un marché un peu plus haut de gamme, voire carrément haut de gamme, avec des photos un peu plus intemporelles. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment en accord avec ce que vous voulez faire? Ou est-ce que tu penses que ton style va encore évoluer? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Parce que c'est vrai que tu as eu vraiment des phases où on a pu voir on peut vraiment voir la temporalité. Et aujourd'hui, je trouve que depuis quelques années, tu tends vraiment sur quelque chose, et avec Jérémy aussi, où vous êtes vraiment sur du mariage intemporel, haut de gamme, très fashion. Est-ce que là, vous pensez vraiment avoir trouvé votre style et votre patte? Alors, c'est marrant parce que tu m'aurais reposé la même question il y a 10 ans derrière, je t'aurais dit « Ah non, mais là, c'est sûr, on a trouvé un truc. » Mais ouais, en fait, j'ai l'impression que les choses se font naturellement. C'est-à-dire qu'elles évoluent avec nous. En 2014, quand on a la licence de Quirky, on l'a lancé avec une vraie volonté de rupture par rapport au marché, par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Il y avait vraiment cette contradiction entre ceux qui faisaient le fine art et ceux qui faisaient le moody.
Il y avait aussi la rupture que moi, je voulais faire par rapport à ce que proposait mon frère, par exemple, qui était beaucoup plus classique. Et moi, j'avais envie d'apporter ce truc-là, mais parce que ça allait aussi avec ma personnalité. Et ça a évolué avec le temps. C'est pas qu'on a forcément voulu évoluer, c'est que ça s'est fait au fur et à mesure. Tu vois, on est parti sur un truc moody, on y est allé fort dans le moody. Et puis, comme souvent, tu sais, tu vas toujours un peu trop loin avant de faire un petit peu marche en disant, oh là, j'y étais peut-être un petit peu fort. Et donc, tu rétro-pédales un petit peu en disant, oh, l'année d'après, je vais faire un peu moins. Puis en fait, tu te rends compte que tu fais encore un petit peu moins, puis encore un peu moins. Et en fait, quand tu regardes tes photos 5 ans plus tard, tu te dis, oh, en fait, je suis plus du tout moody. En T'es plus du tout réalité, moody, ouais. on est complètement passé à autre chose. Et puis, Mais ça s'est fait progressivement. En fait, Ça t'as s'est pas fait. forcément vu, toi, la rupture. Bah, je l'ai vu à un moment donné parce que je l'ai voulu aussi, parce que le Moody, ça me correspondait plus, parce que le type de clientèle qui allait avec le Moody me correspondait plus non plus. Donc, il y a eu quand même une année où il y a eu une rupture. Mais dans tous les cas, si tu regardais sur les photos, tu sentais bien qu'il y avait... Ouais. Voilà. En gros, il y a eu 1 an, 2 ans vraiment de pur Moody. Et après, ça a commencé à dériver au fur et à mesure vers quelque chose qui allait de moins en moins être Moody jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ou plus du tout, quoi. Ouais. Alors, Et ça te manque pas? De temps en temps, tu dis pas un peu en mode genre, oh là là, j'aimerais bien refaire un petit peu ce genre de photos, ou au non, moins même sur un pas. projet peut-être Même pas. corporate ou des choses comme ça? Non. Non, C'est même plus pas. ton univers du tout, quoi. Non. Ok, c'est Non. marrant. Je pense qu'à l'époque aussi, il y avait ce truc avec Jérémy, mais encore une fois, c'était vraiment en rapport avec nos personnalités. Tu vois, on se cache pas, on est tatoué, on a toujours eu ce côté un petit peu, tu vois, genre un peu rock'n'roll, entre guillemets, tu vois, vraiment rock'n'roll, toute proportion gardée, quoi. mais à l'époque, on avait vraiment envie de mettre en avant ce truc-là. Ça faisait vraiment partie de notre Ouais, vous identité, quoi. différenciez aussi. Ouais, Je pense que c'était de par le nom, mais aussi de par ce que vous proposiez, tu as toujours eu cette envie de dire on veut proposer autre chose, en fait. c'est ça, De ce qui existait déjà et de casser un petit peu les codes. c'est ça. Mais je comprends. Franchement, je comprends et je comprends que ça mette quand même quelques années pour trouver vraiment ce qui vous corresponde bien et ce qui vous corresponde à deux. Ouais. Parce que tu vois, je pense que vous avez évolué en couple aussi par rapport à tout ça et c'est hyper intéressant. Et ça Mais, se trouve, dans 5 ans, ce sera encore autre chose. Hein. J'en sais rien, tu vois. J'ai du mal. Alors, peut-être qu'on réécoutera ça dans 5 ans, on se dira. Bah Aujourd'hui, oui. on n'est pas encore dans la même chose. Mais je trouve quand même que ça tend à quelque chose de très. Même, tu vois, le fine art, C'est fini. c'est un peu en train de passer. Ouais. Je dis pas que ça n'existe plus parce qu'il y a quand même ce côté, tu sais, très beau, très pur, etc. Mais passer 3 heures sur prendre des photos, tu vois, avec les invitations, etc. Elles y seront toujours ces photos-là, mais on est en train de partir sur. On veut juste capter l'émotion, on veut capter les C'est ça. moments. J'espère que ça va rester ça. Tu vois? Je me dis, en vrai, ça a toujours existé. Ça a toujours existé, mais Et peut-être. puis, il y a eu comme ça les tendances qui ont popé, comme le moody, comme le fine art, etc. Et là, effectivement, on a tendance à se retrouver un peu au milieu. Tu vois. Ceux qui faisaient... un bon équilibre. Ouais, ceux qui faisaient du moody, mais qui n'étaient pas à fond, qui étaient un moody un peu soft, tu vois. Et ils reviennent vers quelque chose un peu... Ouais, on se retrouve au milieu. Voilà, nos chemins sont en train de se croiser. On va voir comment ça va évoluer. Mais Ouais. c'est vrai qu'il y a toujours des tendances et il y aura des choses où tout le monde va faire ça et on va forcément Écoute, tendre vers ça. là, on est en 2026, on est sur le retour du vintage comme moi je l'ai connu. Alors, on n'est pas à C'est-à-dire le l'abri. retour du vintage. On est sur un retour. En fait, à l'époque du Moody, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait donc le Moody comme on l'imagine, c'est-à-dire très noir, couleur chaude, machin, etc. Et il y avait ce Moody un peu très vintage, qui ressemblait beaucoup qui était un argentique très, très exagéré, tu sais, des couleurs un peu passées, beaucoup de grains, etc. Et là, en 2026, on est sur le retour de ça, tu vois. Ah ouais, ok. On est sur le retour des images passées. À l'époque, il y avait un truc, comment ça s'appelait? Ça s'appelait Looks Like Film, qui vendait des presets qui étaient pseudo pris sur les pellicules, qui est en train de faire un comeback incroyable, parce que là, la Gen Z est à fond sur ces images-là. Ah ouais, Donc, ok. on n'est pas à l'abri d'un retour du Moody à tout moment, tu vois. On ne sait pas. On sait pas, ouais. Donc, on n'en sait rien. Dans 5 ans, ça se trouve, on reviendra à ça. Mais bon. Là, je pense qu'il va y avoir un autre truc qui va se poser, ça va être le type de clientèle. Ouais. Ça va être ça qui va déterminer aussi. Le type de clientèle dans lequel tu travailles détermine aussi beaucoup Totalement. le type d'image que tu livres. Totalement, parce que vous êtes passé d'une clientèle française à internationale et maintenant dans le haut de gamme qui est quand même globalement international. Ouais. C'est vrai qu'à partir du moment où tu choisis ce marché-là, ben, tu dois répondre au code, quoi. Ouais. Et malgré tout, vous allez difficilement pouvoir... il y aura toujours des couples qui voudront... et c'est l'avantage, c'est que vous avez tout fait. Donc, Écoute, vous pourrez vous adapter, c'est hyper intéressant. Et toi, la relation que tu as avec des wedding planners, tu as toujours travaillé avec des wedding planners depuis tes tout débuts et aujourd'hui encore. Ah oui, toujours. Comment tu as réussi à créer cette relation-là? Et justement, quand tu as voulu évoluer vers un marché un peu plus haut de gamme, est-ce que c'est des wedding planners qui sont aussi montés en gamme ou est-ce que tu as cherché à travailler avec des wedding planners un peu plus internationaux? Il y a eu les deux.
Il y a eu les deux. Alors, au début, il y a eu les wedding planners que j'ai connus au fur et à mesure des rencontres que tu fais. Tu vas à un événement, il y a eu la Love, etc., Ouais. que tu rencontres dans ce genre d'événement, avec qui tu fais connaissance, tu lis des liens d'amitié, etc., et tu évolues avec elles. Donc, il y a ces wedding planners avec qui je travaille encore et avec qui je travaillais il y a 10 ans en arrière. Et on est montés ensemble. Et puis, il y a les nouvelles wedding planners que je ne connaissais pas, qui ont connu notre travail par les réseaux, par, je sais pas, les publications, les choses comme ça, et qui un jour nous ont contactés. On commence à travailler ensemble, ça marche bien, le reportage est cool, ça leur plaît, et puis on continue à travailler ensemble. Et puis aujourd'hui, il y a les wedding planners aussi qu'on contacte, qu'on essaye de contacter, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même plus difficile de rentrer en contact avec quelqu'un comme ça de manière hyper froide, que tu n'as pas rencontré quelque part en physique, juste par le biais de réseau, par le biais de mail. Mais il y en a quelques-unes comme ça avec lesquelles on travaille et qu'on a contacté directement. Directement pour créer du lien. Pour créer du lien, on aimait bien leur travail, on s'est présenté, on a dit voilà ce qu'on propose, si jamais ça peut correspondre, voilà, on tente un truc, quoi. Bien sûr, mais moi je pense que ça marche et ça marchera toujours. Il y en aura toujours. Je trouve que de créer l'opportunité de se dire je veux travailler avec telle personne, je la contacte et je me donne l'opportunité d'eux, c'est quand même super important. Il faut essayer. Il faut essayer parce que de toute façon tu perds rien. Hein. Oui, de toute façon, au pire, tu n'as pas de réponse. Au pire, tu as un non. Oui. Voilà. Mais et au pire, elle te garde quand même dans son petit dossier de dire si jamais un jour ça correspond bien. Et si c'est pas aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est du travail sur du long terme. Tu contactes une wedding planner aujourd'hui, elle va peut-être pas te répondre là, dans l'année ou dans l'année d'après. Peut-être dans 2 ans, t'en sais rien. Mais et elle reverra passer ton nom, elle se dira ah bah c'est marrant, il m'a contacté. Je trouve que de planter la petite graine et de créer ce premier lien, c'est quand même super important. Moi, j'ai rencontré plein de prestataires à l'époque, juste parce qu'ils m'avaient contacté ou ils me disaient non mais je vais à un tel événement, tu seras là, est-ce qu'on peut se voir? Et malgré tout, c'est rassurant aussi de se dire il y a déjà eu une première conversation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un inconnu. Je trouve que c'est hyper important et c'est un bon conseil à donner pour les photographes qui se lancent parce que oui, tu es une photographe parmi tant qu'elles ont dans leur carnet d'adresses, mais peut-être que le jour où elles auront besoin de toi, elles seront super contentes d'avoir tes coordonnées, tes prix et c'est hyper important. Ok, donc toi, les wedding planners, comment est-ce que tu... Donc principalement, tes clients viennent de wedding planners. Oui. Et après, comment ça se passe? T'aimes bien... c'est quoi ton process avec tes couples pour préparer le jour du mariage? T'as toujours eu à peu près le même process ou aussi il a évolué avec le temps On a toujours eu à peu près le même process. La seule chose qui a évolué, c'est qu'il y a beaucoup de choses maintenant qu'on a réussi à semi-automatiser, on va dire. Pour gagner du temps. Pour gagner du temps. Et puis pour pas se perdre aussi dans les différents dossiers. Tu vois, parce que la technique de j'ai tout dans ma boîte mail et quand je cherche une info, il faut que j'aille chercher dans ma boîte mail, c'est quand même chiant. Donc voilà, l'avantage des logiciels, c'est ça. Mais, et l'avantage d'avoir un geek à la maison aussi, c'est ça, parce que du coup, il aime bien processer les choses. Okay. Et encore plus aujourd'hui. Mais voilà, on a un process qui est hyper simple. C'est on entre en contact avec eux, on a les premiers rendez-vous en général. Et puis après, on aime bien avoir un suivi. Bon, c'est pas tous les couples, ça dépend aussi des personnalités, mais tout au long de l'année. Donc, on leur dit, par exemple, on crée des petits groupes WhatsApp sur lesquels on échange, tu vois, sur du tout et de rien, des fois. Mais c'est juste histoire de garder du lien entre le moment où tu les rencontres, parce que quand tu fais la première fois la rencontre avec eux, c'est un peu oui, c'est un peu froid parce que froid et surtout ils veulent paraître bien, te rendre moins dans leur intimité. C'est un peu voilà, tu t'es pas direct leur pote quoi, tu vois, c'est compliqué. Non, c'est sûr. Enfin, il y en a avec qui ça clique tout de suite et c'est hyper cool, mais la plupart du temps, il faut un petit peu de temps quand même avant qu'ils s'habituent à nous. Donc on essaie de garder contact comme ça avec eux. Après, on a des systèmes de questionnaires. Okay. On leur envoie, on leur pose beaucoup de questions. Tu vois, le questionnaire, il fait, je crois, 4 pages, où on leur demande plein de choses sur... vraiment, des fois, des questions où ils se disent, c'est quoi le rapport avec le mariage? Mais en fait, c'est juste pour nous avoir plein d'indices sur leur personnalité, sur comment s'adresser à eux, sur ce qui leur plaît, ce qui est important pour eux, etc. Et puis après, on refait des calls avant le mariage avec eux. Ok. Et après, en général, le jour J arrive et c'est parti, quoi. Et c'est parti, ouais. Donc, beaucoup de clients américains. Ouais. Tu arrives à les voir en amont du mariage? Est-ce que c'est toujours un petit peu ce truc de dire on fait un engagement session ou des choses comme ça? Il y en a encore. Ouais, t'en as un peu encore. Alors, ça dépend où se fait le mariage, en vrai. Si c'est un mariage qui se fait en France et que, par exemple, ils viennent en visite quelques mois avant pour le lieu, pour le traiteur ou quelque chose comme ça, ils arrivent à caler leur session à ce moment-là. Okay. S'ils ne viennent pas du tout avant, c'est rare qu'on fasse la session d'engagement des mois avant. Il y en a qui le demandent, par exemple, la veille. Oui, et ça, je trouve ça super intéressant parce que pour vous, ça détend un petit peu l'atmosphère. Ouais. On est moins sur la pression du jour J.
tu passes un peu de temps avec eux et eux, c'est quand même chouette de pouvoir s'entraîner un minimum parce que pour la majorité d'entre eux, ils n'ont jamais été photographiés de leur vie, quoi. Non, du coup, Ok. ils sont un peu... Alors, Donc ça, vous le proposez un petit peu en disant c'est dans le package, la veille, on peut être disponible et venir faire quelques photos de couple. alors, c'est pas forcément dans le package, mais on leur dit, comme c'est des mariages de toute façon qui sont pas à côté de chez nous, on leur dit, on est là le vendredi, on arrive le vendredi, pas loin. Donc, si jamais le vendredi, vous voulez qu'on soit là pour le welcome dinner ou pour le welcome cocktail et que vous voulez qu'on se fasse une petite session par la même occasion, on sera là. Ok. En fait, dans les prestats qu'on propose, il y a très peu de prestats qui sont sur une journée. Oui, c'est ça, souvent c'est sur un week-end. C'est sur le week-end. Donc, en fait, on est souvent là le vendredi. Donc, si on est là, qu'ils nous prennent pour le vendredi, on leur dit, on en profitera pour faire quelques photos de couple, ça peut être l'occasion, etc. Donc, c'est cool. Si on n'est pas là pris pour le vendredi, on leur dit, on vous le glisse. On sera là de toute façon, on sera pas loin, on sera dans les environs. Si jamais vous changez d'avis quelques jours avant le mariage, il n'y a aucun souci, on sera disponible. Je pense que ça rassure beaucoup, ça aussi. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de dire, est-ce que quand vous faites des mariages où vous n'êtes pas ensemble, justement, vous vous racontez les mariages? Ouais, bah oui, forcément. C'est vrai. Ouais. Vous n'êtes jamais lassé de ce sujet-là Bah, en fait, même si toi, tu n'es pas du tout concerné par un mariage de Jérémy, vous allez quand même passer du temps pour vous raconter ce qui s'est passé? Ouais, mais parce qu'il y a toujours un truc à raconter. Il y a toujours un truc qui s'est passé. Il y a toujours un truc qui s'est passé, il y a toujours une anecdote, un truc rigolo, il y a toujours un truc en fait. Oui, bien sûr. Et si c'est pas pour raconter une anecdote ou un truc rigolo qui s'est passé, c'est juste pour se dire, bah ça s'est passé comment toi, c'était comment, C'était cool. C'était cool, ça s'est bien passé, ok, voilà, tu vois, genre on va pas s'éterniser sur le sujet non plus. Bien sûr. Mais en fait, il faut vraiment se rendre compte que comme on travaille tous les deux là-dedans et que c'est votre sujet, quoi. C'est le sujet principal forcément qui revient systématiquement. Ouais. J'ai reçu Stéphanie de Bubble Rock, que je pense que tu connais très bien. Et elle me racontait, tu sais, un petit peu ses clients, l'effet pyramidal, et ces clients qui marquent un peu ta carrière. Et encore des années après, tu reçois des couples qui viennent de la part de ce couple. Est-ce que toi, vous avez eu ça dans votre carrière? Des couples qui ont fait que c'était pas forcément le mariage du siècle, mais il y a eu tellement, tu sais, cet effet un peu boule de neige. Il y a quoi comme mariage qui te vient en tête Il y en a eu plusieurs. C'est vraiment des mariages que je considère des mariages qui nous ont fait passer des caps. Il y a ceux-là, et il y a les mariés que tu as fait une fois, et tu as encore des gens qui t'en parlent des années après. Et même pas forcément des gens qui viennent par leurs recommandations, mais qui ont vu passer le truc d'il y a 5 ans, et qui ont adoré encore ce mariage-là 5 ans plus tard et qui viennent grâce à ce mariage-là. Mais il y en a eu quelques-uns comme ça, il y a quelques années, il y a peut-être 8 ans maintenant, donc ça commence à dater, tu vois, mais ça fait toujours partie de ces mariages un peu milestone. On a fait un mariage, on en a fait 2 la même année. On en a fait un à Hawaï et un à Hong Kong. Okay. Et ces 2 mariages-là nous ont vraiment fait passer des caps dans notre façon de faire les mariages, de photographier et de filmer les mariages. Comment tu l'expliques? En fait, c'était 2 mariages qui se ressemblaient en termes d'organisation. C'est-à-dire que c'est 2 mariages à l'étranger où on est resté avec eux plus d'une semaine. Et donc, du coup, on a eu le temps de passer avec eux, avec leur famille. On a eu le temps de les connaître. On a eu le temps de lier d'avoir un peu ce contact amical avec eux. Enfin, plus que juste client-prestataire. Tu vois. Et du coup, le reportage s'en retrouvait complètement différent en termes de ce qu'on a pu sortir. Et c'est drôle parce que même encore aujourd'hui, c'est le genre de mariage, tu ne le retrouveras pas sur un blog, par exemple. Parce que ce n'est pas le genre de mariage où tu vas avoir de la belle déco, c'est vraiment du pur reportage. Mais du coup, ces mariages-là nous ont fait vraiment réaliser à quel point le reportage au sens strict du terme était vraiment hyper important et qu'on était capable de sortir des trucs de fou furieux pour les mariés, je veux dire, pas pour les blogs, mais pour les mariés. Quand vous avez le temps, en fait. Quand on a le temps. Et c'est à partir de ce moment-là, du premier qu'on a fait, où on s'est dit, on va arrêter de proposer des mariages juste sur une journée. Et on va essayer de push les mariages sur 2 ou 3 jours. Parce qu'on se rend compte que le reportage, il est complètement différent que juste quand tu arrives le matin et que tu repars le soir, en fait. Donc, il y a eu vraiment ces mariages-là qui nous ont fait passer des étapes, qui nous ont fait comprendre des choses sur notre façon de travailler. Tu vois. Sur votre façon, et puis surtout ce que vous aimez donner au couple, le rendu, quoi. Ouais. Et vous avez forcément dû adapter vos tarifs. Ouais. Comment ça s'est passé? Vous avez réduit un petit peu le forfait jour J pour pouvoir proposer quelque chose vous avez juste augmenté en proposant plus? Oui. On a gardé notre forfait jour J parce que celui-là, ça reste quand même la base. Et on a rajouté, donc souvent c'est veille et lendemain, en plus des heures normales du jour J. Et après, on a fait une offre globale en disant, voilà, c'est un package sur le week-end. Alors, on reste pas toute la journée, les 3 jours. Tu vois. En général, le jour J, c'est la journée. C'est des coverages c'est des demi-journées. Tu as demi-journée la veille, demi-journée le lendemain. En général, c'est suffisant. Et après, on adapte aussi, on fait du sur-mesure en fonction de ce qu'on nous demande.
Mais on a fait ce forfait-là, en tout cas, qui permet de dire au couple, ça existe. C'est cool d'avoir le reportage sur tout le week-end, surtout quand on est un couple étranger, qu'on fait venir toute sa famille de loin. Donc, de toute façon, ils vont venir là pour 3-4 jours. Vous avez peut-être envie d'avoir le reportage de vous et de vos familles sur 3-4 jours, tu vois. Et comment on arrive à booker un mariage à Hawaï ou à Hong Kong? Alors, ça fait comment? Les réseaux. La magie des réseaux. Okay. Hawaï, ça s'est fait comme ça, parce qu'à Hawaï, on était sur un couple. Alors, les deux sont vidéastes de mariage à Hawaï. Enfin, Okay. à l'époque, ils n'habitaient pas à Hawaï. Ils habitaient aux US, mais elle est hawaïenne. Donc, ils sont mariés à Hawaï. Ils nous ont découverts par les réseaux. Alors, c'est pas comme si des vidéastes ou des photographes aux États-Unis, il y en avait à l'appel. Hein. Donc, ce mariage-là, on s'est toujours dit vraiment, ils nous ont choisis parce qu'ils aimaient notre travail. Ils nous ont découverts par une publication, je ne sais pas où. Et ils se sont dit, bah oui, on va faire venir les Français pour notre mariage à Hawaï. Incroyable, parce que c'est quand même pas la porte à côté. C'est pas la porte à côté. Et puis, c'est pas comme si aux États-Unis, il n'y avait pas énormément d'options. L'offre est vraiment... C'est dingue. Donc vraiment par les réseaux sociaux, même pas par du bouche à oreille, ils vous connaissaient pas. Instagram. Okay. C'est Instagram qui les a fait venir à nous. Et celui à Hong Kong, alors c'est un couple de Français. Donc ils vivaient à Hong Kong à cette époque-là. Mais en fait, ils ont fait 2 mariages. Ils en ont fait un premier à Hong Kong et le deuxième en France. Et donc, ils ont regardé un peu les prestataires de mariage. Et au départ, ils nous avaient contactés pour leur mariage en France. Et quand ils nous ont dit qu'ils se mariaient à Hong Kong, là, c'est nous qui avons un peu glissé la graine. En leur disant, bah, ça aurait pu être cool si on avait fait les deux. En fait, on aurait fait un reportage complet entre Hong Kong et la France. Et ils n'avaient pas du tout imaginé que c'était possible de faire venir une équipe photo et vidéo à l'étranger pour faire ça. On leur a dit, bah si, on fait ça tout le temps, enfin, il n'y a pas de souci. Et deux qui se sont dit, bah bingo, on fait ça, en fait, on prend pour les deux. On venait faire le mariage à Hong Kong. Alors à Hong Kong, c'était 1 semaine. Et après, en France, par contre, c'était un week-end classique. Ouais. Mais ils nous ont dit, bah, on vous prend pour les deux, du coup. Mais c'est un peu ce que tu disais sur juste de marquer noir sur blanc que l'offre week-end existe. Bah, ça ouvre des possibilités. Et en fait, les couples n'y pensent pas forcément. Non. Et de les guider justement vers ce que toi, tu as envie de proposer, ben, il faut vraiment pas hésiter, quoi. En fait, c'est toujours pareil. C'est si on leur dit pas, ils peuvent pas le savoir. Ils peuvent pas le savoir. C'est pas leur métier. Ils connaissent pas forcément les codes. Ils savent pas forcément ce qui est possible. Et donc, j'imagine aussi que progressivement, vous vous positionnez sur ce marché un peu plus haut de gamme. Ça a changé quoi concrètement pour vous en termes de travail et de façon de travailler avec les couples? T'as vu le changement? Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que pas vraiment. Okay. En fait, la façon de travailler, finalement, elle est toujours la même. Genre, le mariage, c'est toujours le même. La seule différence peut-être qu'il va y avoir, c'est, sur les mariages vraiment très, très, très haut de gamme, on a peut-être moins de contact avec les couples, parce qu'on a plus de contact avec les wedding planners. Ils ont tendance, ces couples-là, à se reposer beaucoup plus sur la wedding planner et à vouloir se détacher, justement. Et c'est pour ça qu'ils prennent une wedding planner c'est pas qu'ils veulent se détacher des contacts avec leurs prestataires, mais c'est que c'est une charge mentale pour eux en moins à gérer. Donc, on a un peu moins de contact avec eux que sur des mariages un peu moins haut de gamme. Mais sinon, la façon de travailler, finalement, elle est exactement la même il y a 10 ans en arrière qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Et donc, quand tu as moins de contact avec le couple, comment tu arrives justement à créer ce lien qui a l'air d'être assez important pour toi dans ta façon de travailler? Tu fais comment? Tu fais ça le jour J ou est-ce que tu as quand même... Ouais, t'as pas le en choix, fait, on a toujours quand même 2 calls avec eux, quoi qu'il arrive. On a toujours un au début et un avant le mariage. Donc, on a toujours ces 2 calls-là. Tu mises tout là-dessus. On mise tout là-dessus. Parce qu'ils ne vont pas répondre à un questionnaire. Alors, ils le font quand même. Ils le font quand même. Alors, sauf que voilà, le questionnaire, on passe à la wedding planner. Des fois, on le passe aux mariés directement. On leur dit, vous prendrez le temps quand vous aurez 5 minutes. C'est pas urgent, tu vois. Donc, ils prennent le temps de le faire. Et je pense que quelque part, ça leur fait plaisir quand même d'avoir les prestataires en face d'eux, surtout photo et vidéo, qui s'intéressent à eux. Je veux dire, VS, un traiteur, il n'a peut-être pas besoin de tout ça. Tu vois, il n'a pas besoin de connaître ta vie pour tu vois, avoir un reportage qui te correspond. Machin. Il s'en fout, en fait, le traiteur. Donc, la plupart des prestataires n'ont pas besoin de ça. Par contre, je pense que c'est l'avantage du photographe et du vidéaste, c'est que les mariés ont quand même conscience que c'est toi qui vas leur laisser les souvenirs à la fin. Donc, il y a besoin quand même un minimum d'échange. Bien sûr. Et donc, ils le font avec plaisir. Ils le font parce qu'ils n'ont pas à le faire avec tous les autres. Oui. Donc, ça va. Et ils le font parce qu'ils savent que c'est important. Que c'est important et qu'ils vous ont choisi pour une raison et ils veulent avoir ils veulent que le résultat soit là. C'est ça. Ouais. Ok. Tu m'as confié tout à l'heure que vous avez fait votre premier mariage de la saison le week-end dernier. Ouais. Donc, pour le contexte, on est au mois de mai. Oui. Est-ce que tu es excitée par cette nouvelle saison 2026 ? Est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous étiez fixés ? On en parlera plus longuement avec Jérémy, mais c'est quoi un petit peu les tendances ? Est-ce que tu vois des changements par rapport à 2025 en 2026 ? Ouais. Il y a le gros changement, c'est vraiment le changement générationnel. C'est-à-dire qu'on sent que la nouvelle génération de gens qui se marient, c'est la Gen Z. Ils n'ont pas les mêmes attentes, ils ne veulent pas les mêmes résultats.
Tu vois, moi, je suis une millennials, hein, donc je vais avoir 40 ans cette année. Tu vois, donc Ouais. voilà. Et tu sens qu'il y a il y a une petite bascule qui est en train de se faire. Alors, en vrai, pour nous, ça change pas grand-chose dans le sens où on sait ce qu'on fait, on est sûr de... Enfin, on sait. Voilà, ça fait 10 ans qu'on fait ça, plus de 10 ans qu'on fait ça, moi, plus de 20 ans. Ou ils vont pas révolutionner le mariage. Ils vont pas révolutionner le mariage, mais on a des demandes qui sont un petit peu différentes cette année sur lesquelles on s'adapte aussi un peu, tu vois. Et c'est très cool, nous, parce que ça nous change aussi. On sait que le mariage, ça peut être hyper répétitif et que si on se renouvelle pas, si on trouve pas des nouveaux trucs un peu pour nous, voilà, pour nous garder un peu éveillés, Bien sûr, mais c'est ça qui est aussi super, c'est que tu fais ce métier-là depuis plus de 20 ans, mais en fait, c'est pas le même métier parce qu'il évolue tout le temps. Il évolue parce que les gens évoluent, parce Bien que les sûr. demandes évoluent, parce que les tendances évoluent et qu'en gros, c'est un peu un métier où tu peux faire la même chose pendant 20 ans si tu veux, sans problème. Tu vas trouver ta clientèle, tu vas faire ton petit chemin et ça va peut-être rouler tout seul ou peut-être pas. Mais nous, on n'a jamais fait ça. Si tu regardes bien ce que tu disais, on a évolué, on a changé. On l'a fait parce qu'on avait envie de le faire, on l'a fait parce que nos personnalités ont changé, on l'a fait parce que des fois, il y a des tendances qui nous ont plu, on s'est dit « Ah, c'est cool, ça nous plaît bien », tu vois. Donc vraiment, c'est... Et pour stimuler votre créativité aussi, j'imagine. Ouais, et en fait, je pense que c'est ça qui fait qu'on garde, on garde le mojo, tu vois, encore aujourd'hui. Parce que voilà, les gens changent, les demandes changent, et ça nous permet de nous garder un peu ce petit... Ouais, puis c'est votre mindset, quoi. Vous aimez bien les nouveaux challenges. Ouais. Ok, et donc, vas-y, cite-moi 3 tendances un petit peu que cette génération-là souhaite absolument. Le retour de l'argentique, Ok. à fond. Et du coup, là, on se retrouve à faire des reportages moitié-moitié. Numériques, mais doublés à l'argentique, tu vois, où tu vas faire une partie de ton reportage vraiment full argentique. Donc ça, c'est gros retour, grosse demande de la Gen Z là-dessus. Ça va avec, je te dis, le retour des images Un peu vintage, quoi. un peu vintage. Ils sont nostalgiques, en fait. Ouais, ils sont nostalgiques presque d'une époque qu'ils n'ont pas connue, c'est ça qui est bien drôle. sûr. Mais ils aiment ce style-là. Donc, il y a vraiment le retour de l'argentique. À côté de ça, et c'est marrant parce que c'est assez contradictoire, mais ça marche très bien les deux ensemble, c'est le truc très éditorial, très mode. Donc, c'est marrant, dans un même reportage, tu peux très bien avoir des mariés qui te disent on veut un mariage qui va être. On va vouloir des photos à l'argentique, ce retour au vintage, etc. Mais en même temps, dans les images que tu vas prendre, tu vas aussi prendre des images très vogue, Très flash, ouais, très magazine, posées, ouais. très magazine. Donc, on pourrait dire que c'est totalement à l'opposé, et pourtant, ça marche très Et bien ça dans marche bien ensemble, dans un ouais. même reportage, ça marche de fou. Tu vas avoir ça, et tu vas avoir un retour à des reportages plus... alors, authentiques, mais c'est un faussement authentique. Oui, tout est calculé, en fait. Tout est calculé. C'est-à-dire qu'on a des couples en face de nous qui nous demandent, quand on nous montre des exemples d'images, qui nous demandent un résultat qui, sur l'image, a l'air... Ça s'est passé comme ça, et le photographe, il était là, et en fait, en vrai, c'est préparé en amont. Bien en amont, ouais. Oui, bien sûr. Ouais, je vois très, très bien ça. Mais déjà, il y a quelques années, on tendait à ça. Et toi, le jour J, t'as une assistante ou un assistant? Pas toujours. Ça dépend des mariages. Tu arrives à gérer même les demandes en argentique, etc., toute seule. Ouais. Ok. Alors, il faut bien expliquer que quand tu fais ça, quand on s'est mis une règle, c'est qu'au-delà de 100 personnes, c'est second shooter obligatoire ou assistant obligatoire, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire non plus. Tu vois. Mais sur un mariage... C'est pour capter les moments où toi, tu es avec le couple et que il se passe autre chose ailleurs. Ou... Souvent, c'est pour ça que tu as besoin aussi, quand ils veulent avoir tout, est-ce que peut-être la génération aujourd'hui, peut-être moins, des gens au cocktail, etc., ils veulent plus se focus sur vraiment les images qu'ils souhaitent. Peut-être qu'il y a ça aussi. Il y a sûrement de ça aussi. Okay. Dans tous les cas, moi, je me dis toujours, de toute façon, avoir un second shooter, c'est toujours une bonne idée, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que pour avoir des angles différents. Totalement. Parce que même si tu penses que tu peux gérer tout seul, quand tu es concentré sur un truc, il y a toujours un truc qui se passe derrière toi, en fait, qui peut être intéressant. Donc, avoir un second shooter, c'est toujours une bonne idée, quoi qu'il arrive. Et on essaye de pousser les couples à avoir systématiquement, tu vois, les assistants, les second shooters. On l'impose pas. Vous l'imposez pas, mais vous le proposez systématiquement. Mais on le propose systématiquement. Ok. Ouais. Trop bien. Même pour nous, je trouve que c'est quand même hyper confortable. C'est une assurance d'avoir un reportage encore plus riche. Je disais tout à l'heure, dans les milestones des mariages qu'on a eus, de ces mariages-là où on a passé plusieurs jours avec les gens, où on a un reportage qui est, en termes d'image, extrêmement riche, on trouve ça génial, en fait. Et on peut avoir ce résultat-là sur des reportages qui durent une journée ou 2 jours ou 3 jours, si on a si tu as l'équipe qui suit derrière. Ouais. Ça fait plus de 10 ans que vous travaillez ensemble. Ouais. Est-ce que vous avez aujourd'hui trouvé donc l'équilibre? Ça, tu me l'as dit tout à l'heure. Comment est-ce que vous arrivez quand même à gérer un minimum votre équilibre avec la vie professionnelle et la vie personnelle? Tu disais que vous étiez des passionnés, workaholic à fond, mais est-ce qu'il y a quand même des choses que vous imposez dans votre quotidien aussi pour être seul avec vos passions individuelles, quoi? Ouais.
comment ça a évolué. Je trouve ça hyper intéressant de le voir parce que vous êtes quand même un couple qui a évolué depuis toutes ces années dans le monde du mariage, mais aussi qui est hyper solide aujourd'hui. Et c'est quoi le secret pour que ça fonctionne? Je sais pas c'est quoi le secret. T'as pas de... Non, en vrai, je sais pas c'est quoi le secret. Je pense que Il y a des choses que vous faites séparément ou vous faites vraiment tout ensemble? il y a peu de choses qu'on fait séparément. Ok. En vrai, et tu vois, même des hobbies perso, ils sont quand même communs. C'est-à-dire que, alors, on les fait pas ensemble, mais ils sont quand même communs. Par exemple, on fait beaucoup de sport. Ok. Alors, moi, c'est plus récent que Jérémy, mais ne serait-ce que pour, tu vois, on vieillit. Ce que j'allais dire, l'approche de la quarantaine vous a aussi touché par rapport à ça, où vous dites, En vrai, allez, moi, je m'en fous totalement. Mais je me sens pas du tout approcher 40 ans. Dans ma tête, j'ai toujours 25 ans. Donc voilà. Mais du coup, on se dit quand même qu'il faut prendre soin de soi, tu vois. Et donc, il y a eu un moment donné, alors Jérémy plus tôt que moi, où il s'est dit, tu vois, genre, j'arrête de fumer, je fais attention à ce que je mange. On a été végétarien pendant 8 ans. Tu vois, genre, dans le but de se dire, on va essayer de prendre le maximum soin de notre santé. On travaille beaucoup. Encore une fois, on vieillit, on porte des appareils qui sont lourds, tu commences à sentir j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux. Plus les années passent et plus tu mets du temps à te remettre de ton week-end le Ouais, lundi, j'imagine. tu vois. Bien sûr. T'es en retour de grosse soirée, tu vois, grosso modo. Mais ça dure un peu plus longtemps qu'il y a quelques années, tu vois. Donc du coup, on se dit, il faut qu'on fasse attention quand même, si on veut durer encore quelques années bien, et si on veut vieillir bien, juste, il faut qu'on fasse attention à nous. Donc, on s'est mis à faire beaucoup de sport. Et ça fait partie de nos personnalités, c'est tout ou rien, tu vois, chez nous. Donc, quand on s'est dit, on va se faire un peu de sport, c'est pas juste, oh, on va se faire un petit peu de trucs comme ça. Non, non, c'est devenu carrément un truc dans notre agenda, tu vois. C'est-à-dire que moi, par Vous exemple, bloquez du temps pour ça. Ouais. c'est bloqué dans mon agenda. Tu vois, par exemple, moi, dans mon agenda, il y a 6 heures de sport par semaine. Ok. Il y a 4 heures de sport le matin, 2 heures de sport qui sont le soir. Et donc, tu ne peux, par exemple, pas prendre rendez-vous avec moi le matin entre 9h et 10h30. C'est impossible, c'est bloqué. Parce que c'est mon créneau pour aller à la salle tous les matins. Ouais, donc il faut quand même une certaine forme de rigueur Ouais. pour vraiment aussi tenir sur, tu vois, sur le rythme et sur la longueur. Mais Quoi. je pense qu'il y a de ça. C'est un mélange de, à la fois, faut avoir envie, faut vraiment aimer profondément ce que tu fais, et en même temps, faut être hyper discipliné dans ce que tu fais pour pas que ça parte dans tous les sens et que tu te sortes débordé au moindre truc, tu vois. Donc il y a vraiment, c'est un juste équilibre, c'est la juste balance entre je fais ce que j'ai envie de faire de manière à être, tu vois, à fond dans mon truc, à être toujours passionné, à toujours avoir ce petit côté, on disait, tu vois, la flamme, la créativité, qu'elle soit toujours là. Mais en même temps, il faut le faire de manière organisée, Ouais. disciplinée. Et ça marche autant dans nos hobbies que dans votre vie pro. Que dans notre vie pro, ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous autorisez à refuser des projets? Il y a peu de projets qu'on refuse. Ah ouais, ok. Mais en vrai, si demain, tu as un couple qui nous contacte avec un projet qui ne correspond pas du tout... Attends, je te dis ça, la semaine dernière, non, c'est pas la semaine dernière, c'est en début de semaine, j'ai reçu une demande de quelqu'un qui nous parlait justement d'un mariage dans le descriptif, dans le mail qu'il nous avait envoyé, qui était hyper complet. Il nous disait, on imagine un truc hyper moody, machin, etc. Et je leur ai répondu très honnêtement, en soi, le projet est très cool parce qu'il nous détaillait vraiment l'ambiance du mariage, etc. Je leur ai répondu que le projet était très cool. Par contre, attention, on n'est pas du tout dans cette vibe. Alors, ils connaissent pas notre travail d'avant, donc je peux pas leur dire on n'est plus dans cette vibe moody. Donc, je leur ai dit, par contre, attention, on n'est pas du tout dans cette esthétique moody, warm, je sais plus comment ils le décrivaient exactement, mais c'était exactement ça. Et je leur disais, on est plutôt sur quelque chose quand même d'assez intemporel, plutôt mode, plutôt éditorial, etc. Donc, attention. Oui, mais tu as totalement raison de le faire parce qu'après, si tu le dis pas à ce moment-là, au tout début, tu as forcément des déceptions à la fin. Oui, quoi. et puis En fait, donc être honnête sur ce que vous proposez, être aligné avec votre... C'est la base. Bah, bien sûr. C'est la base. Et je me dis, encore une fois, les mariés ne regardent pas les images de la même manière que nous, on les voit. Et peut-être qu'eux, en regardant les photos sur le site, ils ont... Décrit ça comme ça. Ouais, ouais. Ils ont vu ça et ils se sont dit que ça colle. Et donc, c'est important derrière de dire, attention, on n'est pas vraiment là-dessus. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un problème de... C'est pas tout à fait ce que vous vouliez décrire ou juste, on n'a pas le même vocabulaire, mais en fait, on parle de la même chose pour être sûr que ça colle bien. Ouais. Voilà. Et si jamais, effectivement, on ne parlait pas du tout de la même chose, et ben en fait, tant mieux. Et dans ce cas-là, je préfère vous dire non, allez voir quelqu'un d'autre qui correspondra à l'esthétique que vous cherchez, mais c'est pas nous, en fait. Ouais, bien sûr. Ok. Pas que je sache pas le faire, encore une fois. Hein. On l'a fait. Vous l'avez fait, mais vous voulez plus le faire. Mais je n'ai plus envie de faire ça. Ouais. Du coup, Trop bien. Donc un peu de rigueur,
s'imposer des choses, avoir un bon calendrier. Voilà. Et puis ça marche en fait. Et puis ça marche, voilà. Ok, trop bien. Après, voilà, c'est juste quand il y a besoin, savoir dire stop. Quand tu as un jour où tu dis, là vraiment aujourd'hui, j'avais plein de trucs à faire, mais je suis fatiguée, c'est pas grave. Il n'y a rien qui ne peut être remis au lendemain. Bien sûr. C'est pas grave. Vaut mieux se prendre une journée, se dire aujourd'hui, tu sais quoi, stop, je vais faire autre chose, je vais sortir, je vais marcher, j'en sais rien, je vais faire autre chose, ou je vais juste rien faire, parce que c'est OK aussi de rien faire. Aussi, ouais. Mais voilà, c'est juste ça. Et se dire, je ferai ce que j'ai à faire demain, c'est pas grave. Oui, pas non plus se mettre trop de pression pour Non. suivre un rythme pas possible. Trop bien. Moi, avec Joy Method, c'est un peu aussi né d'une envie de transmettre des conseils de toute mon expérience que j'ai pu avoir. Et c'est pour ça que j'aime bien demander à mes invités si aujourd'hui tu avais un conseil à donner à un photographe qui se lance en 2026, ça serait quoi? Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme conseil? C'est pas facile en vrai en 2026. Est-ce que tu trouves que c'était plus facile avant de se lancer Ouais. qu'aujourd'hui? Ouais, parce que t'as beaucoup de choses. Les réseaux sociaux, maintenant, c'est hyper installé. T'as quand même une concurrence. Alors, la concurrence, elle a toujours été là. Hein. C'est un mythe de il y avait moins de concurrents avant. Non, elle a toujours été là. Il y a toujours eu beaucoup. C'est juste qu'aujourd'hui, elle est plus visible. Elle est plus facilement trouvable. Parce qu'on est tous aujourd'hui au courant quand même qu'il nous faut un site internet, une page Instagram au bas mot et allez, c'était chaud, TikTok. Ou Pinterest, ou quelques publications sur les blogs. On est tous au courant aujourd'hui qu'il faut communiquer. Donc, les concurrents, ils sont toujours là. Donc, c'est pas que c'était un peu plus facile avant, juste parce que si tu étais meilleur que les autres sur la communication, tu avais une longueur d'avance. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut le faire. Donc, c'est plus difficile de prendre une longueur d'avance. Et il y a beaucoup d'outils aussi pour te permettre de bien communiquer sans forcément être expert. T'as pas besoin. Voilà, t'as pas besoin. Aujourd'hui, on a tous de l'IA dans nos poches. On a tous des choses qui nous permettent de pouvoir monter des stratégies si on sait pas le faire, de pouvoir s'aider. Totalement. Donc en fait, c'est plus difficile dans ce sens-là. Mais est-ce que du coup le conseil, ce serait pas un peu ce que Jérémy a fait, c'est de prendre son appareil photo, y aller, essayer, de pas forcément gagner beaucoup d'argent au début, mais vérifier que ça nous plaît, qu'on rend un travail qui vaut le coup, quoi, et qu'après on peut s'aligner c'est peut-être ça. Moi, je dirais, c'est peut-être de pas se mettre la pression, de pas vouloir être. Parce qu'il y a peut-être ça dans les nouveaux photographes avec qui j'ai l'occasion de discuter. Il y a ce truc de se mettre la pression parce qu'effectivement, on est abreuvé d'images de dingue. Et de se dire, il faut que je sois bon tout de suite dès mon premier mariage. Non, tu ne seras pas bon tout de suite dès ton premier mariage. Donc, il y a peut-être ça de se dire, laissez-vous le temps d'y arriver, en fait. Tu sais, il y a cette expression qui dit, c'est pas exactement ça l'expression, mais grosso modo, il m'a fallu 10 ans pour être bon du jour au lendemain. C'est exactement ça. Il m'a fallu 10 ans pour être bon du jour au lendemain. Il faut se laisser le temps d'évoluer, de trouver sa voie, de trouver son style. Il va changer en plus avec le temps, il va évoluer parce que les choses vont évoluer, parce que les personnalités vont changer. Donc du coup, ne pas se mettre la pression. Fais ce que t'aimes, fais-le bien, fais-le du mieux que tu peux. Et après, laisse-toi le temps, ça va évoluer avec le temps. Tu n'auras pas tout de suite le mariage à Hawaï. Non. Mais... Et peut-être. Et tant mieux. Et en fait, oui, c'est vrai qu'après, ça dépend aussi des circonstances. Mais c'est vrai, tu as raison. Juste de prendre le temps, de ne pas se mettre la pression et de prendre les choses comme elles viennent. En fait, on pose toutes les cartes sur la table et après on voit. Et peut-être que tout de suite, dans tes mains, tu auras le meilleur jeu et c'est génial. Et peut-être tu l'auras à la main suivante et c'est pas grave. C'est pas grave. Et si tu devais donner justement un conseil à un couple aujourd'hui qui se marie en 2026, ça serait quoi? Je te donnerais exactement le même conseil. Arrêtez de vous mettre la pression, en fait. Je sais que les réseaux, on voit que des beaux mariages, que des trucs de fous, etc. Et c'est cool. Je ne vais pas dire aux gens, ne faites pas des mariages de fous. Nous aussi, on adore photographier des mariages de fous. Mais vous ne pouvez pas tout faire, quoi. On ne peut pas tout faire. Mettez le point sur les choses qui sont vraiment prioritaires pour vous et le reste suivra, en fait. C'est vraiment pas de pression. Pas de pression par rapport à ça. Donc, si on récapitule, 12 ans après, c'était plutôt une bonne idée quand même de demander à Jérémy de te rejoindre dans le projet. C'était clairement une bonne idée. Aucun regret? Aucun regret. Ben non, tu vois, genre tout se passe bien, on travaille ensemble, on vit ensemble, on fait tout ensemble. Tu vois, c'est un truc qu'on nous dit très souvent, c'est mais comment vous faites? Alors, je pourrais pas travailler avec mon conjoint H24, je pourrais pas être avec mon conjoint H24. Bon, écoute, nous on a réussi, comme quoi ça se fait. Ouais, mais je pense que ce que tu disais, cette espèce d'équilibre et de complémentarité de personnalité que vous avez, ça fait que ça match. Et que vous foncez, quoi. Vous vous posez pas trop de questions. C'est cool. Je vais poursuivre la conversation avec Jérémy pour avoir un peu son point de vue sur lui, comment il a vécu ces 12 années à tes côtés. Mais déjà, je voulais te remercier
Merci sincèrement, beaucoup. d'avoir pris le temps parce que la saison commence. J'ai hâte de voir tout ce que vous allez faire en 2026. Ça va être très chouette. Euh, et puis, je suis contente de voir aussi comment un duo peut se créer, comment vous pouvez évoluer. Avec Jérémy, on parlera un peu plus de la période Covid, que j'ai Oui. pas voulu trop aborder avec toi, mais j'imagine que ça a été aussi un énorme chamboulement dans votre vie. Oui. Et toutes ces épreuves-là, vous les avez surmontées ensemble et je trouve ça hyper beau et ça donne en fait espoir, je pense, à plein de couples qui aimeraient se lancer et vous avoir comme modèle. Avant de te laisser partir et que tu reviennes, j'avais une petite question pour toi. J'aime bien poser la question de si jamais, en partant de ce petit enregistrement, tu pouvais faire une chose rien que pour toi qui te procure de la joie instantanément, ça serait quoi? Oh, c'est une super question. Tu vois, Euh, juste vraiment un truc, plaisir immédiat, rien que pour toi, sans forcément que ce soit lié au travail, sans forcément que ce soit lié à... Ah bah ce serait pas du tout lié au travail, je pense. Non, en vrai, là, je partirai en vacances. Tu prends ta valise et tu pars? Je prends ma valise, je m'en fais. Tu pars où? Oh, n'importe où au soleil. Au soleil, ouais. Ouais, je pars n'importe où au soleil, mais pas pour longtemps, parce qu'en général, de toute façon, je suis le genre de personne qui n'aime pas les heures d'être trop longtemps. Mais je prends ma valise, je pars un week-end en fait. Je pars en week-end quelque part au soleil et je m'imagine les pieds dans le sable avec un cocktail à la main. Et quand même Jérémy à côté de toi. Et quand même, Jérémy à côté. Voilà, lui, les pieds aussi dans le Dans sable avec et, son et cocktail. son cocktail à la main. Très bien. Bah, je te le souhaite en tout cas. Peut-être pas pour tout de suite parce que vous avez encore un gros Non. programme qui vous attend, mais il faut prendre le temps de se faire plaisir aussi, quoi. Oui, tout à fait. Bon, trop cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette première partie de ma conversation avec Béatrice de The Quirky. J'espère que vous avez aimé découvrir son parcours autant que moi. Ce que je retiens surtout de cet échange, c'est qu'une carrière ne se construit pas forcément à partir d'un plan parfait défini. Béatrice ne se destinait pas à devenir photographe. Elle a commencé presque par hasard. Elle a appris, testé, évolué, changé de style, de clientèle, de positionnement. Et plus de 20 ans plus tard, elle continue encore de se réinventer. Dans la deuxième partie, je vais passer de l'autre côté de ce duo et poursuivre cette conversation avec Jérémy. On reviendra sur son propre parcours, son arrivée dans l'univers du mariage, la manière dont il a appris la vidéo, mais aussi sur sa vision du business, de la créativité, de l'évolution du marché et de l'avenir de The Quirky. Avant de vous laisser, j'ai aussi un petit cadeau pour les photographes et vidéastes qui nous écoutent. The Quirky vous offre 20% de réduction sur leur e-shop dédié aux professionnels avec le code JOYMETHOD. Vous pourrez y retrouver leurs formations et leurs ressources pour vous accompagner dans votre activité et de continuer, vous aussi, à faire évoluer votre travail. Vous retrouverez toutes les informations et le lien directement dans la description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Joy Method, à laisser 5 étoiles et à le partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup à le faire grandir. Et on se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette conversation avec The Quirky. À bientôt!